pour l'invalidation des candidatures de Félix Tshisekedi et Moïse Katumbi après avoir examiné les dossiers de contentieux électoraux dans l'audience publique tenue ce lundi 30 octobre à Kinshasa. Le nombre de candidatures s'élèverait à présent à 26. Et à l'international, des stratégies sont envisagées pour permettre au Cameroun d'atteindre ses objectifs en termes d'industrialisation afin de répondre efficacement aux défis du secteur logistique marqué par l'instantanéité, la globalisation, la massification et la digitalisation au port de Kribi. C'était là le titre de ce soir. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Je l'ai annoncé en titre. Après avoir pris en délibéré les contentieux électoraux pour les candidats présidents de la République, la Cour constitutionnelle a déclaré la requête de Setki Kouni contre Tshisekedi recevable mais non fondée. La requête déposée contre Moïse Katumbi contre Moïse Katumbi par Junior Chivwadi est jugée irrécevable et non fondée, mais aussi la requête de Noël Tchani contre Moïse Katumbi est déclarée recevable mais non fondée. Les candidatures dans l'ensemble seraient passées de 24 à 26. Écoutez ici l'avocat d'Ensemble pour la République, maître Hervé Diakessé. Nous venons de sortir de la Cour constitutionnelle et comme vous le saviez, nous avions 2 dossiers de contentieux nous concernant. Au prononcé de l'audience de ce jour, la Cour constitutionnelle a statué à nouveau sur les dossiers de M. Tshisekedi qui, malgré sa rétractation à l'audience du vendredi, est quand même revenu soutenir ses moyens par une note de plaidoirie. Ce qui fait que la Cour a été obligée de statuer et de déclarer de manière maintenant claire et nette l'irrécevabilité de son acte. S'agissant de l'affaire Noël Tchani, la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo, statuant en matière de contentieux des candidatures, a déclaré urbi et orbi que la requête de M. Noël Tchani, bien que recevable dans la forme, n'est pas fondée. Autrement dit, toutes ces prétentions liées à la détention d'une nationalité autre que congolaise par M. Moïse Katumbi Chapwe sont totalement non fondées et judiciairement établies à ce jour qu'il ne peut y avoir aucune contestation possible sur la nationalité congolaise de Moïse Katumbi Chapwe. Nous tenons à dire 2 choses. Tout d'abord, vous savez qu'aujourd'hui, c'est l'aboutissement d'un très long schéma de lutte face à l'injustice, face au mensonge, face à la manipulation et face à la désinformation. Et puis, grande du personnel judiciaire dans le Kasaï central, le personnel judiciaire des cours et tribunaux, ainsi que celui de parquet du Kasaï, ont décrété une grève sèche sur toute l'étendue de la province à partir de ce lundi 30 octobre 2023. Dans un mémo adressé au président de la Cour de cassation, ces professionnels du droit du Kasaï central ont dénoncé le non-paiement de leur salaire malgré la détention des numéros matricules accordés par le ministère de la fonction publique depuis 2018. Confirmation avec Marie-Josée Mbidi, greffière à la Cour d'appel du Kasaï, jointe au téléphone par Francine Moukeba. L'État congolais ne nous paye pas. Nous sommes personnel judiciaire, mais nous ne sommes pas pris en charge par cet État congolais, alors que nous lui rendons de loyaux services. La mécanisation est en train de se dérouler dans les différents services de cette province. Mais seulement l'appareil judiciaire qui n'est pas repris sur des listings. Nous détenons tous nos cartes de service. Nous avons passé les contrôles biométriques en bonne et due forme, mais nous ne sommes pas toujours reconnus. Depuis le premier trimestre qu'on a commencé à nous promettre, et il y a de ces services-là qui ont été servis, deuxième trimestre également, troisième trimestre, et aujourd'hui on espérait que les derniers trimestres, nous pouvons aussi être heureux, mais surpris, nous voyons que nous sommes toujours marginalisés, que l'État
résonne sur nous qui rendons des services à secours et tribunaux. L'État ne pense pas à nous. Nous sommes là, nous ne sommes pas payés. Nous savons comment prendre la charge de nos familles. C'est pourquoi nous voulons assez que l'État congolais puisse penser à nous. Qu'à partir de lundi, toutes nos portes seront fermées. Oui, nous demandons à tous nos collègues greffiers et secrétaires qu'ils puissent sécher et que l'État congolais puisse penser à nous. Depuis 2018, ce personnel est passé au contrôle biométrique et détient chacun la carte de service délivrée par le même ministère de fonction publique en attendant la mécanisation et la paye en temps réel. Fort est notre regret d'être marginalisé lors de la mécanisation au mépris du principe de l'égalité de tous à l'accès de la fonction publique, lequel principe est transformé en discrimination. Au moment où tous les services ont été repris sur les listings de paye du dernier trimestre, soit octobre, novembre et décembre 2023, mais pour les personnels judiciaires, aucun greffier, ni encore moins les secrétaires du parquet, alors que nous rendons de loyaux services à l'État congolais. Proclamons la grève générale jusqu'à l'aboutissement heureux de la présente revendication. Prenons par conséquent l'engagement de sécher toutes nos prestations durant la période de la grève. Confusion autour du coût des Jeux de la francophonie qui ont été organisés en RDC du 28 juillet au 6 août. Après le succès de l'organisation, l'opinion nationale se perd actuellement devant une confusion née de la contradiction entre le ministre des Finances Nicolas Kazadi et Isidore Kwanja sur le total du coût global des Jeux de la francophonie. Les Jeux ont-ils coûté 324 millions de dollars ou 66 millions d'euros? Entre les deux chiffres, le comité d'organisation des Jeux de la francophonie a fait une mise au point. Patrick Ilunga au commentaire. Pour le comité national de 9e Jeux de la francophonie, il n'y a pas de confusion à avoir. La somme de 324 millions de dollars américains que le ministre des Finances dit avoir consacré aux Jeux ne concerne pas seulement le jeu côté terrain. Dans une mise au point, Isidore Kwanja affirme, je cite, que la confusion créée par les propos du ministre des Finances tient au fait qu'il a mis dans le même panier les fonds alloués au comité pour l'organisation des Jeux et ceux au ministère des ITP pour la construction des infrastructures. Fin de citation. Les budgets alloués à l'organisation des Jeux est donc différent de celui réservé aux infrastructures. Le comité de Jeux de la francophonie affirme que le budget de l'organisation de Jeux avait été fixé à 66,9 millions d'euros. Le comité de Jeux de la francophonie souligne même qu'à ce jour, le ministère des Finances n'a jamais débloqué l'intégralité de ce montant. Ce qui explique, selon ce comité, que certaines créances sont encore en souffrance. Isidore Kwanja renvoie la balle au ministère des Finances et à celui des infrastructures pour expliquer l'utilisation des 324 millions de dollars américains évoqués par Nicolas Kazadi. Les 9e Jeux de la francophonie ont été une réussite en RDC. L'enjeu financier risque d'entacher la prouesse unanimement saluée. Faire le suivi sur terrain de l'exécution des projets gouvernementaux, mais aussi récolter les desiderata de la population, c'est le but de la tournée du chef du gouvernement dans le Grand Nord. Après le Haut-Ouélé, Samalou Kondé est arrivé dans le Bas-Ouélé. Ce dimanche dans la soirée, il a exprimé son satisfecit de l'accueil lui réservé lors de son arrivée. C'était avant de diriger le Conseil provincial de sécurité, suivait le chef du gouvernement après sa descente de l'avion. Je voudrais d'abord annoncer ici que sur instruction de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et dans le cadre de la politique de proximité que nous avons choisi d'avoir, j'ai été instruit de venir ici à Bouta, dans le Bas-Ouélé, pour d'abord m'entretenir avec les autorités locales, tant avec les forces vives de la population, de manière à voir comment est-ce que les projets que nous avons implémentés ici, que ce soit dans le cadre des 145 territoires ou du gouvernement, dans les différents secteurs,
évolue et par la suite récolter aussi ce que nous pouvons avoir comme doléances et attentes de la population. En général, je voudrais juste dire que je suis très heureux d'être ici à Bouta où je vais communier avec mes frères et où je me sens déjà chez moi au vu de l'accueil qui m'est réservé. Donc tout au long de ce séjour, nous allons avoir ces échanges et ces visites de terrain. Je sais que nous serons avec vous, les hommes de la presse, et on pourra faire un résumé de cette mission officielle qui nous a été donnée par le président de la République une fois que nous aurons terminé notre séjour ici. Et au Congo-Brazza, les lampions du sommet de 3 bassins de 3 jours tenus à Brazzaville, capitale de la République du Congo, étaient éteints le samedi 28 octobre. Le chef d'État présent ont prononcé leur discours lors du dernier jour de ces assises qui avait aussi pour but de mettre en synergie des stratégies pour la préservation des forêts pour des raisons climatiques. Félix Tshisekedi a quant à lui parlé de l'unité dans le continent pour relever des défis communs. Il a par la même occasion chargé le Rwanda à la base de l'activisme armé dans le parc de Virunga. Depuis lors, j'ai parcouru et visité tous les 9 pays voisins de la République démocratique du Congo. Il paraît que je suis le premier président à l'avoir fait. Qu'à cela ne tienne, mon but était de parler à tous mes interlocuteurs, mes pairs, de la nécessité que nous avons de vivre en paix, de vivre unis et de développer des projets qui vont être à l'avantage de nos populations respectives. Et je suis en mesure de vous donner, pour chaque pays que j'ai visité, chaque pays voisin, les projets sur lesquels nous avons commencé à parler, à nous organiser pour les développer. Donc c'est vous dire l'attachement que j'ai à la paix et à l'unité des peuples d'Afrique. Mais, car il y a un mais, et là je voudrais vraiment m'excuser de tempérer un peu l'enthousiasme qui a été le nôtre lorsque nous avons suivi le président Ruto, pour dire malheureusement nous sommes loin de la réalité. Parce qu'en ce moment, par exemple, où nous parlons de ce sujet très, très important, hyper important, la conservation de notre biodiversité, de nos forêts, il se passe actuellement dans le parc de Virunga une des réserves naturelles les plus importantes au monde, en forêt et en biodiversité, un activisme armé qui met à mal cet écosystème, qui le détruit. Et cela n'a pas été décidé à Washington, à Paris, à Bruxelles ou à Londres. Ça a été décidé en Afrique, et plus précisément à Kigali. Cette information en bref, le président de la République, Félix Tshisekedi, a procédé ce lundi 30 octobre dans la commune de Limité à l'inauguration de la première maison de l'entrepreneuriat et innovation. La construction de ce bâtiment s'aligne dans la vision du chef de l'État de promouvoir la classe moyenne en RDC. Le ministre de Petites et Moyennes Entreprises a remercié le chef de l'État pour le soutien permanent qu'il accorde au secteur privé en général et celui de l'entrepreneuriat en particulier en vue de la création des millionnaires congolais. Et puis, le ministre de la Santé publique a révélé qu'à la date du 17 octobre, avoir comptabilisé un total de 7 925 accouchements dans les hôpitaux assurant la gratuité de la maternité ainsi que le soin des nouveau-nés. Dans la ville de province de Kinshasa, ce programme de couverture de santé universelle va continuer dans les différentes provinces de la République, en commençant par le Sud Kivu ce lundi 30 octobre 2023. Best Kuzola au commentaire.
Le ministre de la Santé publique a révélé qu'au 17 octobre, ses services ont comptabilisé un total de 7 925 accouchements dans les hôpitaux qui assurent la gratuité de la maternité et les soins du nouveau-né dans la ville de Kinshasa. Parmi ces accouchements, il a également indiqué que 750 l'ont été par césarienne. Par ailleurs, il a indiqué que dans le cadre de la mise en œuvre de ces programmes de la couverture santé universelle lancés le 5 septembre, 256 établissements de soins sur un total de 356 établissements accrédités ont effectivement démarré avec ces programmes à Kinshasa. S'agissant de l'élargissement de ces programmes dans d'autres provinces, il a fait savoir au Conseil des ministres qu'il tient de réunions avec les équipes du Conseil national de la couverture santé universelle, du PDSS, des établissements de mise en œuvre de la CSU ainsi que de la Banque mondiale pour harmoniser et préparer les descentes et aussi installer des comités provinciaux de la couverture santé universelle. Déjà ce lundi 30 octobre, il a procédé au lancement de ces programmes dans la province du Sud Kivu. Ici est de noter que le coût global de ces programmes va coûter au gouvernement un budget de 200 millions de dollars l'an. Une autre brève, le Léopard Senior Dames de la République démocratique du Congo se sont inclinés sur la marque de 2-0 contre le Banyanyanya d'Afrique du Sud au stade Orlando de Soweto en match retour des éliminatoires du deuxième tour qualificatif des Jeux Olympiques Paris 2024. Les Léopards Dames sont donc éliminés de ces éliminations. Le boxeur congolais Martin Bakolé a affronté le Camerounais Carlos Takam qui l'a battu au bout de 4 rounds sur arrêt de l'arbitre après 2 voyages au tapis. Le pugiliste congolais a enregistré sa 23e victoire en carrière pour une seule défaite à l'âge de 30 ans. Cette victoire n'a pas laissé indifférent quelques Quinois qui se sont exprimés au micro des Géopolis Télévision. Premièrement, je félicite notre ami congolais qui a remporté à l'extérieur du pays cette victoire qui nous a tous réjouis de voir un boxeur congolais remporter à l'étranger. Il est vraiment bagarreur. Je serais content qu'au Congo aussi on renforçait les autres disciplines sportives, surtout le boxe, car ces disciplines commencent à prendre de l'ascenseur. Premièrement, c'est l'honneur de la République démocratique du Congo. Vous saviez, le Congo a toujours été minimisé, mais aujourd'hui nous sommes en train de voir la lumière par rapport à la sortie de cet espace d'ombre où était la République démocratique du Congo. Et pour cela, Bakolé a démontré avec sa ténacité. Aujourd'hui, le standard de la RDC est partout dans le monde et c'est avec fierté de faire encore mieux. Et je demanderai aussi au ministère de la du tutelle, parce que vous savez aujourd'hui, le Congo, le ministère du sport, c'est parmi les ministères où il n'y a pas assez de moyens. Et pourtant, si on met assez de moyens au ministère, cela aiderait beaucoup de Congolais et il y aura encore plusieurs trophées qui reviendront à la République démocratique du Congo et qui fera notre fierté. J'étais très content et je bénis Dieu pour cette victoire-là parce que ce que ces compatriotes-là ont fait, ça a vraiment relevé l'honneur de notre boxe et l'honneur du pays. Martin Bakolé, ce qu'il a fait là, ça prouve que nous pouvons compter encore sur la force de frappe de nos vaillants ambassadeurs qui sont à l'extérieur. Mais il faut encourager ces gens-là. Ce sont les gens qui défendent l'honneur du pays. Hein? Ce qu'ils font, c'est vraiment très bien. Faisons place à présent au dossier du jour. L'ASV Club de Kinshasa vit un début de saison catastrophique, d'abord éliminé lors du premier tour préliminaire de la Ligue des Champions de la CAF. Le club vert et noir peine à s'imposer au niveau du championnat national. Que doit donc faire les Banambongo afin de revenir à son niveau d'autrefois? Tentative de réponse dans ce dossier du jour concocté par Blaise Kouzola. C'est une entame de saison très douloureuse pour l'une des meilleures équipes de la République démocratique du Congo.
Éliminé précocement au premier tour en Ligue des champions de la CAF, le club quinois est obligé de se concentrer sur le championnat national. Malheureusement, ce n'est pas le cas pour l'équipe chère à Bestine Kazadi. Les Dauphins Noirs ont enregistré la 4e défaite de la saison. Une deuxième fois consécutive après celle face à Maniema Union mardi dernier, 2-0 au stade Joseph Kabila de Kindu. En infériorité numérique avec l'expulsion de Disengomo Kapangi à la 29e minute, Vita Club s'est incliné à Bukavu au stade de la Concorde de Kadutu sur la note étriquée d'1-0 le dimanche 29 octobre dernier. L'Étoile Kivu s'est donc offert sa première victoire de la saison grâce à Elvis Chouga, l'unique buteur du match sur coup franc. Un visage très sombre pour l'AS Vita Club en ses débuts de championnat. C'est donc le pire par rapport aux 5 dernières saisons. Les supporters ne sont pas du tout contents de cette situation et ne comprennent pas ce qui arrive avec cette équipe de Raoul Shungu remaniée à 80%. Vita Club de Kinshasa occupe actuellement la 3e place du groupe B avec 12 points en 8 matchs joués, dont 4 victoires et 4 défaites, puis pour 7 buts inscrits contre 5 encaissés. Est-ce la libération de l'ossature de la saison dernière qui bloque l'équipe, ou c'est le mauvais recrutement de Raoul Shungu, ou alors Bestine Kazadi n'arrive plus à gérer l'équipe? Telles sont les questions dont se pose le Banambongo. Vita Club a libéré plus de 20 joueurs importants dans son ossature, dont Kikwama Mujinga, Ebunga Simbi, Eric Kabwe et autres. Les nouvelles recrues auront besoin du temps pour la bonne cohésion, comme estime le coach Raoul Shungu. Les supporters sont donc impatients des résultats et trop exigeants. Le contre-performance continue de s'accumuler, augmentant la colère de Banavea. Ces derniers ne cessent de menacer les dirigeants, surtout en pointant du doigt la présidente de la coordination Bestine Kazadi. L'immense pression de Moscovite par rapport à la série noire du club peut entraîner la démission de la présidente de coordination. Malgré ses projets gigantesques pour son second mandat de doter le club d'un stade et d'innovation de la marque VA qui s'instaure déjà. Les résultats insatisfaits peuvent entraîner la démission de la surnommée Mama Kimpa Vita de Vita. Le coach Raoul Shungu n'est pas non plus épargné. Et pourtant, les techniciens congolais restent optimistes pour la suite. Pour stopper donc cette hémorragie, Raoul Shungu avec son staff doit continuer de travailler d'arrache-pied pour la cohésion rapide de l'équipe, avoir un système de jeu collectif pour atteindre l'objectif assigné au club qui a toujours été de remporter le championnat. Rien n'est tard, car ce n'est que la première manche, il faut travailler sur toutes les couches, les talents y est. Il suffit juste de multiplier le goût du travail pour répondre aux exigences de Véclubien en respectant les statuts de ces gens clubs congolais. L'actualité se poursuit, Madame, Messieurs, faisons place à la page internationale. Je l'ai dit en titre, pour répondre efficacement aux défis permanents du secteur logistique en perpétuelle mutation, marqué par l'instantanéité, la globalisation, la massification et la digitalisation au port de Kribi, sont envisagées des stratégies pour permettre au Cameroun d'atteindre ses objectifs en termes d'industrialisation. Le directeur général du dit port, Patrice Melom, mise sur l'extension de l'infrastructure portuaire en vue de multiplier les entrées enregistrées par cette infrastructure. Suivez. Efficacement répondre aux défis permanents du secteur logistique en perpétuelle mutation, marqué par l'instantanéité, la globalisation, la massification et la digitalisation, est un challenge que le secteur portuaire du Cameroun, notamment le port de Kribi, se bat si mal pour atteindre. Des stratégies telles que l'implémentation des systèmes d'information robustes, sur mesure et intelligents ou encore le suivi opérationnel des escales sont des mesures déjà initiées pour répondre à cette cause. Toutefois, pour un résultat plus optimal, en vue d'industrialiser le Cameroun, l'État camerounais a misé sur l'extension de ce dit port. Le chef de l'État attribue au port de Kribi 15 000 hectares de terrain, ce qui en fait l'un des ports les plus vastes au monde. Et ces 15 000 hectares de terrain sont destinés à l'industrialisation. Aujourd'hui, nous sommes en train de travailler sur la mise en place
d'une zone industrielle intégrée sur 1500 hectares. Naturellement phasée, de manière phasée. Et sur ces 1500 hectares, nous comptons développer des industries de toutes sortes, de tout genre, selon le schéma d'aménagement qui existe. 4 ans après le démarrage de ses activités commerciales en mars 2018, le port autonome de Kribi a déjà vu transiter près de 1600 navires pour un trafic global estimé à plus de 33 millions de tonnes de marchandises diverses, essentiellement grâce aux exportations de gaz naturel liquéfié. D'après Patrice Mellom, directeur général du port autonome de Kribi, seulement 1/10 des installations portuaires prévues initialement du port de Kribi est aujourd'hui sortie de terre. Ainsi, une pleine extension de ce port permettra d'industrialiser toute la ville de Kribi avec des chances d'atteindre les zones périphériques. La zone industrielle de Kribi va être, qu'on le veuille ou non, la principale zone industrielle du Cameroun. Nous attendons 50 000 emplois directs sur ces 1500 hectares. Avec un impact déjà certain sur toute l'économie de l'Afrique centrale, le port autonome de Kribi, selon le directeur général, aspire également dans les prochaines années à devenir une zone économique avec pour intérêt principal de favoriser l'accès à des infrastructures de qualité ainsi qu'à de nombreux avantages administratifs, fiscaux et douaniers. Une avancée qui, selon lui, contribuera aussi à amener le Cameroun à atteindre ses objectifs de développement à l'horizon 2035. Une autre façon de vous informer, Madame, Messieurs, place à présent à la revue de presse. La revue de presse de ce 30 octobre 2023 avec Blest Kouzola. Bonsoir Blest Kouzola. Bonsoir Damani Mujinga et bonsoir également à tous nos fidèles téléspectateurs. Voilà, commençons par ceci. La Cour constitutionnelle rend son verdict sur les requêtes d'invalidation des candidatures de Tshisekedi et Katumbi. En effet, Damani Mujinga, c'est la grande nouvelle qui est tombée ce soir et le média en ligne en parle. Le cas de l'un d'entre eux qui s'appelle donc Posture d'Afrique qui a titré contentieux électoraux, la Cour constitutionnelle télédébat de la nationalité de Moïse Katumbi. Siégeant en matière de contentieux de candidature à l'élection présidentielle, la Cour constitutionnelle a déclaré recevable mais non fondée la requête de Noël Tchani contre Moïse Katumbi. Deux autres candidats serrés aussi repêchés, on parle de Joël Bilé et Enoch Ngila. Et aussi la requête de Seth Kikouni contre le président sortant Félix Tshisekedi est aussi jugée recevable mais non fondée. On parlerait donc de 26 candidats qui seraient en compétition pour l'élection présidentielle. Blest Kouzola, quant au 9e jeu de la francophonie, des révélations troublantes font surface. En effet, Damien Mujinga, c'est Africa News qui l'a titré ce matin. 9e jeu de la francophonie, le jeu de l'opacité. En effet, le 9e jeu de la francophonie tenu fin juillet, début août à Kinshasa ont été plus ou moins un succès dans leur organisation vu les contextes difficiles de retard dans la préparation des infrastructures. La plus grande déception reste le manque de transparence financière. Depuis tous ces temps, les organisateurs ont tout dit dans les médias sauf le coût global de ces jeux. Il fallait donc attendre jusqu'au samedi 28 octobre pour entendre de la bouche du ministre des Finances Nicolas Kazadi le coût de ces jeux. Ce coût est donc astronomique d'environ 324 millions de dollars pour un budget de départ de 48 millions de dollars, dit l'argentier national qui n'a pas manqué à critiquer le comité organisateur. Je cite, le directeur national de jeu a décidé d'augmenter des rubriques et de budget sans l'aval même du comité de pilotage. Cela nous a mis en difficulté et il a signé des ordres de paiement pour certains bénéficiaires que lui-même avait
imaginer et décider de recruter sans avoir la provision budgétaire nécessaire, ce qui ne se fait pas. On ne peut pas accepter que la gestion soit faite avec une forme de légèreté, a déclaré Nicolas Kazadi. La réaction donc d'Isidore Kwanja, directeur national de jeux, ne s'est pas faite attendre. Sur X, ex-Twitter, il a répliqué en démentant ces chiffres. Je cite, « Nous sommes surpris d'apprendre aussi dans les réseaux sociaux que le jeu aurait coûté 324 millions de dollars alors que nous savons que le budget adopté par le comité de pilotage et approuvé par l'EIF était donc de 66 900 € que nous n'avons toujours pas encore encaissé en totalité. Où sont partis ces fonds qui les a gérés et qui les a gérés s'il y a eu un dépassement du budget dont on parle? Les raisons sont à chercher ailleurs. Fin des citations. Et pour finir, le monde de la presse en deuil, José Nawej a tiré sa révérence. En effet, c'est donc malheureusement Forum des As qui titre. Forum des As, c'est là où travaillait bien évidemment ces grands hommes de la presse. José Nawej qui a titré ce matin politique, diplomatique et personnalité des médias rendent hommage à José Nawej. Il s'en est allé, le célèbre journaliste politique et éditeur du quotidien Forum des As qui était donc décédé le samedi 28 octobre à l'âge de 59 ans de suite d'un court malaise, suscitant une pluie d'hommages de ses pairs, des politiques, des diplomates et autres admirateurs d'un éditorialiste brillant qui a marqué son époque. Professionnel jusqu'au bout des ongles, José Nawej a analysé et commenté plus de 30 ans de vie politique. Les réactions politiques ont afflué de la part de ceux qui avaient côtoyé à un moment ou à un autre le Premier ministre honoraire Adolphe Mozito, la mère Mende, Moïse Monidela. De nombreuses figures de la scène politique congolaise ont salué la mémoire du journaliste. Ce n'est pas tout. Des diplomates avec lesquels il avait noué de très bons rapports ont exprimé leur peine devant cette perte immense dans la presse congolaise. Des figures médiatiques ont aussi rendu hommage à celui qui scrutait la vie politique depuis plus de 3 décennies. Elles se souviennent pour la plupart d'un journaliste politique cultivé, rigoureux, respectant les valeurs de fait. On va paraphraser ce qu'a dit Adolphe Mozito. Il a donc salué la mémoire d'un homme intellectuellement de gauche, trempé dans la doctrine socialiste et très dialecticien. Il savait faire un distinguo entre José Nawej comme homme de conviction et José Nawej, journaliste qui fait son métier en étant au milieu du village. Beaucoup de réactions donc ont suscité la toile depuis son décès et nous présentons donc nos sincères condoléances à toute sa famille biologique mais également à sa famille de la presse qui est donc Forum des As. C'était tout pour cette revue de presse. Blaise Kouzola, merci à vous. Merci à vous aussi, Damel Moujinga. Fin de cette revue de presse. Ce journal touche à sa fin, mais avant, je vais vous rappeler les titres. Vous l'avez suivi, la Cour constitutionnelle a rejeté les requêtes déposées pour l'invalidation des candidatures de Félix Tshisekedi et Moïse Katumbi après avoir examiné les dossiers de contentieux électoraux dans l'audience publique tenue ce lundi 30 octobre à Kinshasa. Le nombre de candidatures se leverait à présent à 26. À l'international, des stratégies sont envisagées pour permettre au Cameroun d'atteindre ses objectifs en termes d'industrialisation afin de répondre efficacement aux défis du secteur logistique marqué par l'instantanéité, la globalisation, la massification, la digitalisation au port de Kribi. Fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.